pour ces 3 jours. Ça fait des mois qu'on travaille dessus, avec toutes les startups qui sont là à côté, qui finissent de s'installer, de brancher les derniers câbles, de trouver les derniers réseaux Wi-Fi qui ne marchent pas, comme d'habitude, enfin un début. On est très, 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 très heureux d'être là avec vous. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'inspiration, un programme incroyable pour 3 jours, des startups qui présentent des nouveautés, des nouveaux produits qui sont juste fabuleux. Ça va être très, très excitant. On a peut-être un ministre qui va passer nous dire bonjour tout à l'heure. Il va falloir qu'on aille à sa rencontre. Bref, un programme très chargé, très dense. On va absolument tout filmer, tout capturer pour pouvoir le retransmettre plus tard, lui donner une plus grande vie sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça se passe. Et en tout cas, je vous souhaite un très bon salon. Venez voir nos startups, allez les rencontrer, allez les challenger, leur poser plein de questions. Ils ne demandent que ça. Ils ont plein de choses qui peuvent révolutionner le monde du vin, amener le monde du vin de demain à aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite, Arnaud, avec toi et cette table ronde passionnante. Bon salon, bonne conférence et à très vite. Merci Laurent, bonjour à tous. Voilà, on commence la semaine. Il est 10h, on va commencer. Et on va commencer cette première table ronde et cette première séance avec du marketing, avec du retail. Une heure ensemble, qu'on va passer ensemble à parler de data, de la data, du CRM, de comment mieux exploiter les données. On va faire ça en 2 temps. On va d'abord avoir Sébastien Jamon, qui est un expert en marketing et surtout expert en CRM, qui va venir nous expliquer vraiment les fondamentaux et reposer le cadre sur qu'est-ce que le CRM, à quoi ça sert et comment en tirer vraiment le maximum. Voilà, c'est une intervention d'1 quart d'heure. Et ensuite, j'aurai 4 participants sur une table ronde qui viendront parler plus en détail de la data. Sébastien, je te laisse et à tout de suite. Très bien, merci beaucoup Arnaud. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Jamon, effectivement ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine de la donnée et du CRM, principalement pour des sociétés américaines, multinationales. Et aujourd'hui, le challenge que je vous propose de relever ensemble en 15 minutes, c'est de comprendre pourquoi les entreprises ont intérêt à faire en sorte que les relations clients soient un axe stratégique. Alors, la relation client, en anglais, ça s'appelle le Customer Relationship Management, c'est le CRM. Le CRM, c'est un outil fondamental dans l'entreprise et c'est ce qu'on va détailler ensemble. Et pour y arriver, on va répondre à la question suivante, l'importance du public cible. Le public cible, c'est finalement ce à quoi sert un CRM, c'est maîtriser son public, maîtriser finalement l'audience à qui vous destinez vos produits ou vos services. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, une petite définition. Le CRM, comme je le disais, c'est l'ensemble des techniques finalement d'engagement client que la société va pouvoir mettre en œuvre. Autrement dit, c'est le groupe de consommateurs vers lequel vous priorisez le développement de vos produits ou de vos services. C'est la portion finalement de la clientèle vers laquelle vous allez chercher à faire en sorte que les gens achètent votre produit. Une fois qu'ils les ont achetés, peut-être même les fidéliser jusqu'à les rendre ambassadeurs de votre marque. Alors on va se poser la question, pourquoi faut-il identifier le public cible de son entreprise ? Identifier le public cible de son entreprise, autrement dit le maîtriser, va permettre d'harmoniser l'engagement que vous avez auprès de votre audience. Ça va permettre aussi d'éviter d'introduire des incohérences stratégiques dans le long terme. Lorsque l'on va cibler et lorsqu'on va analyser le public cible, on aura plus de chances d'avoir de l'efficacité commerciale et ainsi de meilleurs résultats. Les petites et les moyennes entreprises commettent souvent l'erreur de vouloir cibler trop large. Pour moi, c'est une erreur parce qu'en fait, on a tendance à disperser ses efforts. Et il vaut mieux centrer ses efforts pour pouvoir atteindre une cible vers laquelle on a une idée claire. Alors, je vous propose d'évoquer ensemble 5 avantages à bien connaître son public cible. Le premier, c'est optimiser les dépenses de communication et de marketing. Eh bien, pour faire mouche, avoir finalement une bonne connaissance de son public cible va permettre de toucher les bons interlocuteurs et évidemment d'avoir des bons résultats. À la clé, on a des campagnes marketing efficaces et on a un ROI positif. Deuxième avantage, construire des relations plus solides avec les clients.
Alors, avoir une relation solide avec un client, ça permet d'avoir une communication authentique. Et lorsqu'elle est authentique, finalement, elle sonne plus juste à l'oreille. Donc établir des liens étroits et des relations authentiques va permettre à la société de poser des jalons pour développer son public cible vers un public d'évangélistes. Et à la clé, on a du bouche à oreille et de la publicité gratuite. Le troisième objectif, obtenir une source stable et prévisible de revenus. Là, en d'autres termes, on va chercher à améliorer le taux de rétention. Comment on améliore le taux de rétention de ses clients? Par exemple, en développant des programmes de fidélité. Des programmes de fidélité qui répondent aux attentes et aux besoins des clients. Pourquoi c'est utile? Pourquoi on aura du chiffre d'affaires additionnel à la clé? Eh bien parce que les clients les plus fidèles sont ceux qui dépensent le plus et le plus fréquemment. Quatrième avantage, développer votre affaire grâce à de nouveaux produits ou de nouveaux services. Quels sont les nouveaux produits à développer? Quels sont les services additionnels à activer? Eh bien finalement, connaître son public cible, connaître ses habitudes, ses besoins, voire même pouvoir lui demander, le cas échéant, va permettre d'éviter de développer des produits ou des services dont personne n'a besoin. Cinquième avantage, améliorer l'expérience client. Bien, comme un CRM, finalement, ça fait en sorte d'enregistrer l'ensemble des interactions que l'on a avec son client. Il est très facile de revenir sur ces interactions et d'identifier les points d'incohérence et, le cas échéant, les corriger. Alors, vous l'aurez compris, développer son public cible, c'est très utile. Il ne faut pas non plus que ce soit la seule et unique priorité. Il faut évidemment rester à l'écoute des opportunités et comprendre le potentiel de sa base client pour pouvoir la développer. 6 questions pour identifier le public cible et 6 questions pour comprendre finalement l'utilité d'un CRM. Première question, quelles sont les caractéristiques démographiques? Évidemment, on va chercher à savoir à qui on souhaite parler, à qui on parle déjà, quelle est la tranche d'âge de mon public, quel est son statut professionnel, personnel, quelles sont les tranches de revenus du public, pour pouvoir tout simplement l'adresser. Là, en l'occurrence, un outil qui est très utile pour pouvoir utiliser et activer son public, c'est une Customer Data Platform, une CDP, dans le domaine du CRM. Qu'est-ce que les clients cherchent et pourquoi ils le cherchent? Bien comprendre leurs attentes, ça va être très utile de comprendre la proposition de valeur unique de votre entreprise pour pouvoir, encore une fois, avoir une meilleure efficacité marketing. Une fois qu'on a bien compris la valeur de sa société, pourquoi les clients achètent votre produit, on va pouvoir l'utiliser comme étant un véhicule de communication vers d'autres prospects. Quels sont les canaux d'achat prioritaires? Oui, un CRM, ça se doit d'être multicanal. Peu importe le canal sur lequel le client engage, il faut pouvoir être présent. Quels sont les centres d'intérêt? Qu'est-ce que les clients cherchent? Quelles sont leurs habitudes? Quelles sont leurs demandes? Quels sont leurs besoins? Ça va être très utile de développer une vraie connaissance de ces éléments-là pour pouvoir développer une réelle relation de connivence avec vos clients. Quelles sont leurs références culturelles? Qu'est-ce qu'ils lisent? Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils écoutent? De nouveau, connaître ça permet d'avoir une meilleure capacité à communiquer auprès de votre base installée. Et la dernière question, qui ne fait pas partie du public cible? Oui, en fait, on a une bonne idée des gens que l'on cherche à adresser, mais il faut aussi savoir identifier les gens qui n'en font pas partie. Alors, vous avez déterminé le public cible, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On va essayer de l'activer. Toute cette base de clients, on va essayer de l'activer et faire en sorte qu'elle soit utile. Alors, comment on fait pour qu'elle soit utile? Par exemple, on développe des personas marketing. Les personas marketing, ce sont ces personas fictifs sur lesquels on va s'appuyer pour définir des parcours clients, par exemple. On va aussi chercher à définir la proposition de valeur unique de vente de la société. En connaissance de notre public, on va pouvoir converger vers une proposition unique.
On va peut-être mettre en place des communications marketing, des campagnes marketing efficaces et ciblées, qui soient le plus personnalisées possible. On va pouvoir faire en sorte de faire des études de marché et pourquoi pas étudier le public cible des compétiteurs. On va pouvoir étudier la cartographie du parcours client, par exemple, et éventuellement améliorer des points de friction. On va pouvoir aussi fidéliser les clients en développant des programmes de fidélité. En conclusion, vous l'aurez compris, c'est très important pour les sociétés de maîtriser ce public cible. C'est le seul moyen de connaître finalement ce qui anime votre base client. C'est le seul moyen de pouvoir communiquer auprès de vos clients d'une manière personnalisée. On a longtemps cru que les CRM et l'engagement client au sens large étaient finalement la chasse gardée des grandes sociétés, mais ce n'est pas vrai. Les PME également peuvent y avoir recours. Et je vais terminer sur une statistique qui dit que 88% des clients accordent une importance égale au parcours d'achat qu'au produit en lui-même. C'est vous dire si l'expérience d'achat et l'engagement client est utile. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne conférence, un bon salon à toutes et à tous. Merci beaucoup Sébastien. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je pense que tu restes jusqu'à la fin de la table ronde. Je vais inviter les participants à la table ronde à me rejoindre. Tout le monde est là. Allez, regardez, on a même je crois qu'on a un micro chacun, je crois. Ouais. Tiens, tu prends, regarde. Bon, ouais, merci beaucoup Sébastien, parce que c'est vrai que ça nous permettait de poser un cadre, et un cadre théorique, entre autres, sur l'importance d'avoir des outils. Et là, on a parlé de CRM, d'avoir cet outil qui vient consolider la data. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la data, c'est quelque chose de central, quelque chose d'essentiel. Donc pour cette première table ronde, on va parler de la data, des données et de l'importance de ces données dans une stratégie. Ce qu'on va voir, c'est que la data, les données, c'est toutes ces choses, toutes ces données qui sont émises tout au long du cycle de vie, du cycle de production. La vente, la production, l'export, tous ces éléments produisent de la data. Ces data finissent dans des systèmes et toute la discussion d'aujourd'hui va être sur comment exploiter au mieux ces data et de le mettre au cœur de la stratégie d'entreprise. Alors, pour éclairer ce sujet, j'ai avec moi, dans l'ordre, Charles Rivaud, qui est cofondateur et CEO de Live Market. Chacun va bien se présenter. J'ai Pierre Auguste, qui est fondateur de VinoTracker, et il parle aussi ici avec une deuxième casquette, qui est membre de l'Open Wine Data. Il va nous expliquer exactement ce que c'est. J'ai Caroline Messmaker, qui est CEO de Wine Services. Et on a enfin Paul Bounot. Paul, qui est directeur de Community Engagement, beau titre, pour GS1 France. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ces 4 participants, chacun de leur activité, chacun de leurs fenêtres, a à manipuler et à aider leurs clients et leurs adhérents à manipuler de la donnée. Donc, on va essayer d'aller explorer tous ces enjeux de la donnée. D'abord, est-ce que la filière vin, est-ce que le monde des vins et spiritueux exploite suffisamment ces données? On va d'abord se poser ces questions. Puis, on va également voir quelles sont les meilleures pratiques. Comment est-ce qu'on peut concrètement au quotidien dans son entreprise mieux exploiter les datas? Et puis enfin, on verra comment va se dessiner le futur et comment est-ce qu'on peut, dès demain, mieux exploiter les données dans son entreprise. Pour les présentations, moi je suis Arnaud Daffy, je suis associé de l'agence SoWine. Je suis également co-organisateur des VinoCamp et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Allez, ce que je vous propose déjà, pour que chacun vous connaisse et fasse mieux connaissance, c'est que chacun se présente rapidement, qui vous êtes, ma vie, mon œuvre, mon entreprise, en quelques mots. Charles, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Charles, je suis cofondateur et CEO de Live Market. Pour vous parler un petit peu de moi, ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans la data et l'expérience client.
auparavant dans des grands groupes tels que Cégide, et puis ensuite dans ce qu'on appelle des pépites de la tech, tels que Batch ou Guide Guardian. Voilà, pour ceux qui lisent un peu la presse, on en entend un petit peu parler. Nous, chez Live Market, notre mission, c'est de mettre l'innovation au service des vignerons. Alors, quelle innovation? Mon background, c'est la data. Aujourd'hui, on se rend compte que effectivement, la data joue un rôle prépondérant dans votre activité. Et notre vision, c'est de vous aider à centraliser tous ces points de données que vous avez avec vos prospects et vos clients dans votre activité au quotidien et à activer cette donnée, comme on entendait tout à l'heure, pour pouvoir justement créer un maximum de valeur dans la commercialisation de vos produits. Merci. Pierre, Merci, oui, c'est bonjour. grand luxe. Aujourd'hui, on a un micro chacun. Ouais, c'est parfait. chouette. Bonjour Pierre. à toutes et à tous. Donc, je suis Pierre Auguste, fondateur de VinoTracker et membre du projet Open Wine Data. Donc, VinoTracker, c'est une société très récente qui a 1 an et demi, qui a été créée pour mettre à disposition des professionnels du vin des facilités d'analyse de données et de visualisation pour améliorer leur prise de décision dans le domaine de la communication, de la notoriété et de la distribution et l'optimisation des ventes. Moi, j'ai un background assez récent dans le vin et la data. Ça fait 1 an et demi que je m'y intéresse. Ça fait plus de 30 ans que je fais de l'IT. Ça fait une dizaine d'années que je fais de la data. J'ai un background qui est plutôt consultant en cyber, en infrastructure, en cloud, en digital, en data. Et partant du constat qu'il n'y avait pas assez finalement de valorisation de data et que j'avais envie de me plonger dans ce secteur de la filière du vin qui me passionne depuis une quinzaine d'années, j'ai décidé de plonger dans ce monde-là. L'Open Wine Data, c'est autre chose. C'est une initiative assez récente, en fait, conjointe de la WineTech et de Hack Data Hub, qui est une société qui existe déjà depuis plusieurs années, qui est la référence européenne d'échange et de circulation sécurisée de données dans le monde agricole. Et l'objectif de Open Wine Data, c'est de nourrir la verticale viticole de ce projet-là en 2 temps. D'abord, en mettant au point un agrégateur de données un peu tous azimuts, de la grappe au verre, comme on dit, pour faire cohabiter dans une sorte de pipe de données des données de type viticulture, de type conduite de la vigne, de type impact environnementaux, mais aussi distribution, marketing, à disposition donc, de l'ensemble de la filière. L'idée, c'est vraiment d'avoir un environnement souverain pour le monde français, à la filière française. Et puis, au-dessus de ces données, permettre à des startups et à tout l'écosystème des sociétés de services d'aller piocher des données, d'aller évidemment aller en chercher, aller en positionner aussi, pour développer des services à valeur ajoutée, pour notamment éviter que toutes les startups qui se créent aujourd'hui, on va y venir, elles ont besoin de créer des données, de les collecter. Et là, l'idée de ce hub, c'est de leur faciliter la vie. Super, merci Pierre. Caroline. Bonjour à tous, donc Caroline, je vais faire un peu différemment. Je suis mariée, j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants. Ça, c'est ma vie perso. Et côté professionnel, donc je suis CEO de Wine Services et Associés Uniques. Je dédie mon temps à rendre la donnée intelligente pour les propriétés viticoles dans le monde entier, avec nos équipes à Bordeaux. Notre métier, c'est de collecter sur les marchés finaux, analyser et rendre intelligentes ces informations. Donc, on collecte plus de 6,5 millions de données auprès de 10 000 restaurants, 2500 cavistes et tous les sites d'e-commerce mondiaux. Et on permet aux propriétés viticoles de mieux comprendre leur distribution finale, à quel prix ils sont vendus sur les marchés, quelles sont leurs opportunités de développement et comment s'améliorer pour gagner en notoriété. Voilà. Merci beaucoup Caroline et Paul Bounot, donc de GS1. Bonjour à toutes et à tous. Merci Arnaud. Ça me fait plaisir de renouveler avec toi ce type de conférence. Donc Paul Bounot de GS1 France, directeur du Community Engagement. Alors GS1, qu'est-ce que c'est? Vous le connaissez certainement sous notre ancien nom qui est GenCode. C'est une organisation internationale qui accompagne depuis 50 ans des filières dans la transformation digitale, notamment sur l'efficacité opérationnelle et la productivité historiquement dans la supply chain, et de plus en plus vers l'économie circulaire et les ventes en ligne, marketplace, e-commerce, etc. Donc moi j'ai une expertise Vitiono à la base, mais j'ai rejoint GS1 parce qu'il y avait pour la première fois une entité qui voulait travailler pour l'ensemble des acteurs de la filière vin et spiritueux pour mettre en place des process de traçabilité. Donc ce pourquoi j'ai été embauché il y a 12 ans maintenant. Ça n'a toujours pas été fait à cette échelle puisqu'il y a beaucoup de prérequis à mettre en place, notamment comment on vous accompagne dans la standardisation de votre information produit, de sorte que
toutes les solutions de marché qui peuvent vous accompagner dans la mise en œuvre vous permettent de le faire dans un langage commun, sans avoir à réinterpréter les données, à bâtir des référentiels différents en fonction de chacun des distributeurs ou des logisticiens. Et tout ça dans un langage international. Donc c'est le projet qu'on mène à la fois pour les filières vins et spiritueux, mais pour une quinzaine de filières industrielles dans l'alimentaire et le non alimentaire. Donc par exemple, si vous regardez les boîtes de médicaments, il y a un petit code dessus, c'est un code GS1. Si vous regardez n'importe quel produit qui passe en caisse, c'est un code GS1, etc., etc. Donc un système d'identification unique des entreprises et des lieux pour accélérer la transformation digitale. Merci beaucoup. Voilà, donc ce panel qui nous permet de voir que là, on va parler de la donnée sous toutes ses formes, hein, que ce soit la normalisation et la généralisation des données avec GS1, que ce soit d'aller vraiment comprendre les prix de marché avec Wine Services, que ce soit de faire parler la donnée hein, avec Pierre. On a un petit souci d'écran, je crois. Non, ça va bien. Ou que ce soit aussi tout simplement de l'exploiter et de l'utiliser au quotidien avec Live Market. Donc voilà. Là, ce qu'on va essayer de comprendre aussi, c'est de voir où on en est aujourd'hui. La filière vin, qui n'est peut-être pas connue pour être la filière la plus geek et la plus technophile de toutes les filières professionnelles. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes d'utilisation des données? Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce qu'il y a des blocages aujourd'hui? Ou est-ce que tout est au vert? Alors peut-être là, chacun, pareil, de votre expérience et de votre fenêtre, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, puis on va commencer par toi, Charles. Alors moi, j'ai commencé par une statistique qui était assez intéressante quand on a commencé. C'est qu'on a fait une étude de marché, on s'est rendu compte que sur à peu près les 1500 exploitations viticoles avec qui on a échangé, il y en avait 82% qui n'étaient pas satisfaits des outils qui étaient à leur disposition aujourd'hui pour travailler. Parce que ça ne répondait pas aux nouveaux enjeux. Le premier, c'est la mobilité. Parce que on le sait, et vous le savez mieux que moi, vous n'avez jamais le temps et vous n'êtes pas forcément toujours derrière votre ordinateur. La deuxième chose, c'est permettre à tous vos collaborateurs d'avoir une information qui est transverse dans l'entreprise. Vous ne voulez pas forcément tout communiquer à tout le monde, mais vous voulez être sûr que les gens puissent accéder à la bonne information au bon moment. Et enfin, la troisième chose, c'est l'omnicanalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous traitez tous vos canaux de vente de manière unique. Les agents commerciaux, je ne vais pas revenir sur la manière dont vous le traitez aujourd'hui, mais en général, c'est assez chronophage. On va avoir les salons, on va avoir le no-tourisme, qui est aussi une activité commerciale qui se développe et qui est traitée aussi en général de manière indépendante. On va avoir aussi tout ce qui est export, et puis après, derrière, les canaux traditionnels, le caveau, et puis la vente directe. Et traiter tous ces canaux de manière indépendante, en fait, ça a deux impacts majeurs sur votre activité. Le premier, c'est que c'est très chronophage. Voilà, quand vous faites le calcul des commissions des agents commerciaux, le pointage d'abord des factures, puis après le calcul des rétributions, sans prendre en compte le fait que parfois, ce n'est pas les bonnes grilles tarifaires, les stocks, etc. Ça peut être assez compliqué. La deuxième chose, c'est que vous ne capitalisez pas sur les données de vos clients. Un client qui est venu, avec qui vous avez échangé, qui a goûté vos produits, qui est peut-être venu, qui a visité, qui a acheté certains produits, certains millésimes ou autres, derrière, si vous ne capitalisez pas sur ces données-là, vous n'êtes pas capable de lui proposer des produits ou des services qui correspondraient à ses attentes. Aujourd'hui, on est dans une logique où on est dans l'hyper-personnalisation. Le luxe l'a très bien compris. Pour créer de la valeur, il faut créer une relation qui est personnalisée avec ses clients. Et aujourd'hui, l'industrie du vin n'y échappe pas et est obligée de passer par cette étape de l'hyper-personnalisation. D'accord, donc le constat, c'est qu'il n'y a pas une satisfaction totale de la part des utilisateurs aujourd'hui et qu'il y a sûrement beaucoup de choses à faire sur entre autres, je retiens le terme omnicanal. Super. Merci. Pierre, de ta fenêtre, comment ça se passe? Alors, ma fenêtre, j'ai plusieurs fenêtres en fait, parce que en fait, la filière de vin, il y a un énorme paradoxe. C'est le premier exportateur mondial en valeur, c'est plus de 550 000 emplois. Bon, enfin, on a des chiffres mirobolants, et quand on regarde finalement comment la filière utilise la data, on constate que c'est quand même relativement pauvre. Et donc, je pense que le futur, justement, du développement, le futur du vin, du développement de la filière, passe par une plus grande utilisation et une valorisation de la donnée. Quand on parle de valorisation, moi j'essaie, au travers, par exemple, de visualisation, de montrer avec des graphes, avec des schémas très simples, avec des couleurs, montrer à mes prospects, à mes clients, comment on fait parler un fichier de plusieurs milliers de lignes, d'Excel, de machin, etc., tout ce que vous voulez. Et si on visualise les choses, on est plus engagé à agir. Donc, je fais un certain nombre de constats. Je trouve que, d'abord, la profession est extrêmement atomisée. La donnée, il y en a un petit peu partout, pas toujours structurée, rarement utilisée et rarement valorisée. C'est-à-dire qu'on a un problème, par exemple, je dirais, de passage de témoins, de coordination entre les interpros, les vignerons, les adhérents des syndicats, etc. Certains ont de la donnée, d'autres n'en ont pas. Est-ce qu'ils la partagent? Oui, un peu, pas vraiment.
Hein. Je prends un exemple. Je vous mets au défi d'identifier en France des données agrégées permettant à n'importe quel vigneron de savoir quels sont les points de vente et les retailers les plus importants en Allemagne, en Belgique. Bonne chance, c'est pas facile. Donc on a un problème de coordination, on a un problème de mise en action, à la fois des pouvoirs publics, mise en action de la filière. La donnée, elle l'a, plus ou moins, je dirais, mais il faut qu'elle s'active pour aller l'utiliser. Le deuxième point, c'est, je pense, et Charles et nous tous, on le voit au quotidien. Moi, j'ai fait aussi des études de marché quand j'ai démarré mon activité. Je me suis dit, il doit y avoir des référentiels de données à droite à gauche sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. Que nenni, ça n'existe pas. Donc j'ai commencé à créer mon propre référentiel de données pour commencer à pouvoir travailler. Et toutes les startups sont un petit peu dans ce domaine-là, c'est d'aller créer cette donnée ou d'aller la chercher. On a aussi un problème de crédibilité. Je pense que la filière, vis-à-vis de la tech ou vis-à-vis des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs, est peut-être un petit peu tétanisé, se dit la tech c'est disruptif, je vais perdre mon savoir-faire, mon expertise, etc. Eh bien non, en fait, je pense qu'on ne la perdra pas, ils ne la perdront pas, simplement, il faut qu'on arrive à mieux travailler ensemble. Donc, atomisation de la filière, manque de coordination, manque peut-être aussi de courroie de transmission entre eux. Il y a des projets formidables de recherche et développement qui se font en France, il y a plein de labos qui travaillent sur le sujet. J'étais récemment à Bordeaux où il y a une expérimentation très intéressante de 3 universités qui travaillent sur de la prédiction de rendement à la parcelle pour un certain nombre de régions. Comment cette application, comment ces données vont arriver dans le marché, vont arriver à disposition des vignerons, c'est là que le bas blesse. D'accord, un sujet de communication, beaucoup de communication, fluidité. Caroline, vue de ta fenêtre, comment ça se passe ? Alors, quand on s'intéresse au monde du vin, et spécialement à la distribution, on se rend compte qu'entre la vigne et le consommateur final, il y a un nombre d'acteurs multiples. Il y a les propriétés, dans certaines régions, il y a les négociants, puis il y a les importateurs, les distributeurs, les points de vente finaux que sont les restaurateurs, les cavistes, les sites e-commerce. Et donc, une multitude d'acteurs qui font qu'il y a une certaine opacité de l'information. Beaucoup d'informations descendent, mais assez peu remontent jusqu'au producteur. Alors bien entendu, le producteur sait s'il a vendu son vin ou s'il est en chemin d'être vendu, mais quel producteur est capable de répondre à où mon vin est présent à New York, sur quelle table de restaurant, à quel prix, avec quel format, auprès de quelle autre étiquette il peut partager cette carte de vin, quel nouveau caviste l'a référencé ou quel autre point de vente l'a arrêté. Très rarement, en tout cas ça fait plus de 12 ans aujourd'hui qu'on existe et on travaille avec plus de 250 propriétés dans le monde entier, très rarement les propriétés sont capables de répondre à ces questions. Or, il est essentiel d'avoir une information pour mieux connaître sa distribution, pour mieux prendre les bonnes décisions et pour engager des plans commerciaux efficaces afin de développer sa notoriété et sa distribution. Donc aujourd'hui, on est encore bien loin de ces informations. Très souvent, on voyage sur le terrain, on a des intuitions, on peut sentir des tendances, mais on s'appuie assez rarement sur des données fiables et objectives pour pouvoir construire concrètement des plans d'action. Et dans un monde aujourd'hui très concurrentiel du monde du vin, il est toujours très important de construire une stratégie commerciale fiable et très ciblée. Et la data peut aider à ça, justement. Super. Merci beaucoup, Caroline. Et alors, Paul, du côté de l'information produit et de la donnée concernant l'information produit, comment ça se passe aujourd'hui ? Alors, peut-être un petit point si on regarde un petit peu en arrière, ça fait à peu près 35 ans que la filière vin SP, donc tous les metteurs en marché, avec leurs distributeurs, la grande distribution, les cavistes, de plus en plus les e-commerçants, etc., se sont interrogés sur comment utiliser la donnée pour gérer le transactionnel, la commande, la fiche produit, le référencement, etc. Et comment créer de la connaissance. Alors sur le premier pan de comment faciliter et fluidifier les échanges, il y a, je pense, le maître mot, ça reste la collaboration. C'est qu'il y a eu une vraie volonté, notamment de la part de certains distributeurs, de dire, écoutez, je vous référence, envoyez-moi l'information, et ça s'arrête là. Et en fait, on voit qu'il y a une limite à ça, c'est que ça ne crée pas une boucle de rétroaction vertueuse. C'est que ça n'incite pas, en fait, à échanger de la donnée pour faire ce qu'elle est destinée en premier lieu, c'est-à-dire le référencement, la dématérialisation de la commande, l'envoi d'un bon de livraison électronique, etc., c'est-à-dire le quotidien des entreprises en France.
Et aujourd'hui, on s'aperçoit que cette même information, ou en tout cas une partie de cette information, sert à beaucoup d'autres usages en fonction du destinataire, du distributeur, du caviste, du logisticien, etc. Donc, il y a eu une évolution forte au sein de la façon de concevoir la donnée dans les entreprises de la filière. Et ça, c'est vraiment venu de la relation d'abord entre les pouvoirs publics. Ça, c'est intéressant, entre les pouvoirs publics et les metteurs en marché, notamment la douane. La douane qui a dit, ben voilà, pour la gestion des volumes, pour l'export, pour les livraisons en Europe, etc., voilà, il faut déclarer. Donc il faut donner une identité du produit, ce qu'il est, non pas ce qu'il prétend être, mais ce qu'il est véritablement. Donc ça suppose déjà de bien identifier le vin et le spiritueux. Donc ça, c'est une première brique qui est fondamentale. Et toutes les entreprises utilisent la même brique pour le passage en caisse, pour la préparation de commandes, pour la gestion des stocks, aujourd'hui pour le référencement sur les marketplaces, etc., etc. Et là, on parle de quoi? On parle de 13 chiffres qu'on appelle le GTIN ou le AN, qui est le code généralement marqué en code barre. Donc voilà. Et en fait, tout le commerce, toute la commercialisation s'articule de plus en plus autour de ce petit code. Donc il y a un référentiel international sur lequel il faut impérativement capitaliser, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il permet d'y rattacher de l'information, notamment produit, sur les fiches produits, etc., et de créer de la connaissance marché. Voilà. Où ce produit, identifié avec un numéro partagé par tout le monde, où il est vendu. Aujourd'hui, on est beaucoup plus à même de savoir où sont vendus les produits, ou quelle est leur route logistique, etc., parce qu'on partage tous le même référentiel d'identification produit. Ok, donc ce qui est essentiel pour la data, en tout cas, c'est d'avoir une identification commune, et je vois toutes les têtes qui font oui, donc je pense que tout le monde semble d'accord là-dessus. Ok. Donc pour ce qu'on a vu grosso modo, c'est que le monde n'était pas encore parfait dans l'univers du vin, beaucoup de choses améliorables. Cependant, je suis assez certain que chacun dans vos activités, il y a des entreprises, des gens qui font les choses déjà bien, qui exploitent déjà bien les données. Ce qui pourrait nous intéresser peut-être, c'est d'avoir justement des retours d'expérience de votre part, d'entreprises qui exploitent les données le mieux possible et qui en tirent le maximum de profit. On va peut-être commencer par Pierre, pour tourner un peu. Oui, alors moi je vais répondre à deux niveaux. Je pense que là, le premier niveau, c'est qu'il faut, il faut développer les expérimentations. Ça, c'est très clair. Par exemple, au Sly Wine Tech, on a créé un environnement qui s'appelle le Lab, où les vignerons peuvent venir tester ou solliciter les startups de la Wine Tech pour tester leurs solutions. Donc expérimenter, ça me semble clé. Après, si je prends un ou deux exemples, un exemple perso, un exemple qui ne l'est pas, je vais commencer par celui qui ne l'est pas. Une des startups ici de la WineTech met à disposition, alors selon des modalités évidemment contractuelles d'anonymisation, des données sur l'appétence de ses clients en termes de type de vin, de couleur, de label environnemental, etc. Et donc, elle met à disposition de son client grande enseigne qui analyse et répercute cette information dans les points de vente de façon à anticiper les allées et venues des clients potentiels pour aller vers les bons produits, pour aller vers les produits nature, sans sulfite, par exemple. Et donc, derrière, ça se traduit de manière extrêmement concrète par une optimisation des stocks, une bonne gestion des stocks, une absence de rupture dans la chaîne d'approvisionnement et finalement une meilleure vente pour l'enseigne et un client qui est plus satisfait. Et donc là, concrètement, on a une enseigne, un grand distributeur qui optimise ce qu'il met à disposition des clients en fonction des données de la start-up. Il optimise son assortiment de vin, ouais. voilà, en fonction des goûts des clients de la start-up. Alors évidemment, ils partagent un écosystème de données, de type de clients, etc. Mais concrètement, ça se traduit par une optimisation d'assortiment et une meilleure satisfaction client en boutique. Un deuxième exemple, qui est un petit exemple tout récent, que j'ai vécu avec un syndicat bio dans une des régions de France. Je suis allé les rencontrer, je leur ai dit, est-ce que vous connaissez les circuits de distribution de vos vignerons? Ils m'ont dit, oui, un peu, pas beaucoup. Si je regarde mes données, si je regarde les datas que j'ai sur eux, probablement je saurais l'identifier. Je leur ai dit, je vais me livrer un petit exercice avec vous, je vais géolocaliser tous vos vignerons. C'est de la donnée publique, donc c'est facile. Je les ai cartographiés sur une carte et partant du constat que le vin bio se vend prioritairement au chai pour 45% et puis 10 ou 15% supplémentaires chez les cavistes et les commerces de proximité, j'ai géolocalisé dans le même périmètre, à moins de 20 km de chaque vigneron, l'ensemble des points de vente possibles pour le vigneron bio.
Et en visualisant très clairement ça, le syndicat dit bingo, il se passe un truc, je veux connaître mes circuits de distribution, j'ai de la data, je vais aller en collecter et derrière, je vais produire des recommandations de circuits de distribution courts. Bon, évidemment, il y a l'export, mais de façon à pouvoir donner cette information de manière récurrente et régulière à mes adhérents. Ok, super. Donc là, c'est vraiment rendre digeste l'information aux adhérents. Merci Pierre. Caroline. Alors, la data, c'est très intéressant, mais ce qui est le plus intéressant, c'est comment s'en servir sur le terrain. Moi, je vais vous prendre l'exemple de deux propriétés avec lesquelles on travaille depuis de nombreuses années. La première, Ornellaia et le groupe Frescobaldi, qui a intégré la data en 2012 de manière très amont, puisque tant au niveau stratégique avec les propriétaires et les dirigeants du groupe, qu'au niveau opérationnel avec leurs commerciaux, ils regardent de près toutes les informations de marché, que ce soit leur propre distribution ou la distribution de leurs concurrents. Et une illustration de ça, c'est que tous les 2 ans, ils font leur World Sales Meeting où Wine Services est invité pour mettre en avant les données de distribution objectifs et factuels sur leur propre distribution et celles de leurs concurrents, voir leurs forces et leurs faiblesses, et briefer les commerciaux sur comment mieux utiliser les informations pour aller chercher des nouveaux points de vente. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est Bollinger, avec qui on a monté un partenariat maintenant il y a plus de 6 ans. Et on avait monté un partenariat au tout début en binôme avec leur importateur américain. Donc aux États-Unis, on connaît très bien la donnée. Il y a des depletion lists qui donnent une visibilité très forte sur la propre distribution des marques. Mais on s'arrête là en général. On n'a pas accès à tout ce qui est point de vente cible à conquérir. Et donc, on a mis en place un partenariat en binôme avec leur importateur pour que sur chaque ville importante des États-Unis, ils sachent quel restaurateur, quel caviste aller démarcher, puisque identifié par le nombre de cuvées au verre, le nombre de quelles sont les cuvées spécifiquement premium ou appétantes au rosé. Donc de manière très ciblée, on a identifié ces points de vente et ils sont allés donner des objectifs commerciaux à leurs distributeurs et ils avaient des incentives spécifiquement sur ça. Donc que ça soit au niveau très stratégique sur Frescobaldi ou de manière très opérationnelle au Bollinger, il y a énormément de manières d'utiliser la donnée. Et le plus important, c'est pas d'avoir de la donnée, c'est savoir l'utiliser, vraiment. Super, merci beaucoup. Très imagé. Ouais, on voit que ça peut être chirurgical limite. Hein. C'est au point de vente près. Hein. Ouais, super, merci. Alors Paul, sur l'information produit, Yes. qu'est-ce qu'on fait bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe bien? Alors ce qu'on fait bien, ce qu'on fait de mieux en mieux en tout cas, c'est la prise de conscience que la donnée, ça compte. Et que autant en France, on est extrêmement reconnu évidemment sur le marché domestique et à l'international sur la qualité de nos produits, hein, du savoir-faire au niveau de la production. Il y a une deuxième production qui est fondamentale, c'est celle de la production de la donnée et celle de son partage. Ça, c'est éminemment important, sauf que le discours qu'on partage aujourd'hui, qu'on tient, il faut le rendre accessible et intelligible pour le plus grand nombre d'opérateurs en France, les vignerons, les coopératives, les négociants, des offreurs également, des interprofessions, etc. Et si ça doit être fait aussi au niveau des décideurs. Voilà, c'est un discours qui doit faire mouche. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a autant de qualité qui est accordée au produit en soi qu'à l'information qui est associée au produit. Donc si vous pouvez tous en faire l'expérience, vous prenez des références de vos domaines, de vos produits qui sont vendus sur Internet, et vous regardez un petit peu en fonction des différents revendeurs ce qui est marqué. Généralement, il n'y a pas un alignement parfait, la répétition de la donnée n'est pas la même, il y a une cohérence qui est assez différente. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre les informations d'un site à un autre qui est assez important. Alors que la valeur, elle est complètement véhiculée logiquement par le produit en soi, la marque, etc., etc. Donc, il y a un premier cheval de bataille qui doit absolument être développé, c'est celui-ci, c'est comment on fait en sorte que la donnée, au-delà de la produire, on assure sa bonne circulation et qu'elle soit interprétable par tous de la même manière. Et ensuite, on va aller chercher des usages à valeur ajoutée. Donc, le plus connu de nous tous, je pense, c'est ce qu'ont fait les panélistes depuis 30-40 ans, c'est-à-dire faire des relevés de sortie caisse et dire quel produit est passé en caisse et quels sont les volumes associés, etc. etc. Donc ça, c'est exactement la même démarche aujourd'hui qui est passée à l'échelle au niveau des sites web,
Et dans les pages web, dans le code source, vous voyez qu'il y a de plus en plus d'identifiants produits qui servent à faire du SEO, de la visibilité produit dans les recherches, dans les résultats de recherche sur Google, Shopping ou sur n'importe quel marketplace. Et ça, c'est hyper important. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on en revient à l'identifiant unique, GS1, qui est répété aujourd'hui par toutes les marketplaces et de plus en plus d'offreurs, de sorte de faire de la comparaison produit et d'aller chercher des résultats de recherche probants. Et il y a un autre usage qui va se développer de plus en plus, c'est à la fois les logisticiens et les douaniers qui scannent de plus en plus les produits. Voilà, pour la préparation de commandes, c'est une opération qui est éminemment importante chez eux. Quand ils doivent faire de la presta logistique pour le compte d'un négociant, d'un château, etc., ils veulent s'assurer que c'est le bon millésime qu'ils envoient en e-logistique vers tel ou tel consommateur ou tel caviste. Voilà, une erreur de la reverse logistique, ça coûte extrêmement cher. Donc, il y a un phénomène qui est très développé dans la filière vin depuis tout temps, c'est le phénomène millésime. Donc il faut impérativement assurer des identités produits au millésime, quand le vin est millésimé, en tout cas revendiqué sur l'étiquette. Et le troisième usage qui va se développer de plus en plus, c'est comment connecter les produits au web. Alors ça fait quelques années que c'est fait avec des QR codes qui fleurissent ça et là. Maintenant, c'est qui scanne vraiment les QR codes et pourquoi faire. Et ça intéresse beaucoup les marques. Alors, je n'ai pas de stats super intéressantes à vous partager. On n'est pas une agence marketing, mais là où ça va sérieusement s'accélérer, c'est sur l'information nutritionnelle, où de par la réglementation, encore une fois, c'est notamment par la réglementation que la filière va accélérer sa transformation. Et quels vont être les usages de cette information nutritionnelle sur les ingrédients, les valeurs nutritionnelles. Donc, il y a quelques offreurs ici, comme dans ma bouteille, Vin.co, qui passent le pas et qui vont accompagner les adhérents de GS1 France, qui sont à peu près un peu plus de 10 000 en France, dans cette transformation. Ils vont digitaliser et structurer et digitaliser cette information nutritionnelle, évidemment à des fins d'information consommateur, c'est quand même ce qu'oblige la réglementation, mais aussi pour éclairer des choix de consommation ou développer un commerce, je dirais, à filtre pour choisir son produit en fonction de ses aspirations de consommation. D'accord, donc ce qu'on se dit là sur la notion d'information produit, c'est qu'il y a un gros accélérateur qui est en train d'arriver, c'est cette obligation, puis on va en reparler un petit peu tout à l'heure, cette obligation dès 2023, donc cette année, dès fin 2023, d'avoir l'information nutritionnelle sur chacun des produits. Petite parenthèse, il y aura une conférence sur ce sujet après-demain, ici même, qui sera vraiment dédiée au sujet de l'information nutritionnelle, donc on en parle rapidement ici. Charles, de ton côté, des bonnes pratiques, des choses vraiment inspirantes? On était sur les deux exemples, si je ne me trompe pas. Je vais prendre deux exemples qui sont en dehors de la filière du vin, mais je trouve qu'ils sont assez parlants. La première, c'est un constructeur automobile qui a une des plus grosses valorisations boursières là, de la dernière décennie, qui s'appelle Tesla. Tesla, si on regarde, une grosse partie de sa valorisation, c'est pas sur le fait que ça construit des voitures, enfin ils construisent des voitures électriques, même s'il y a une part d'innovation là-dessus. C'est sur toute la donnée qu'ils ont collectée depuis le début. Ça va à un tel point, un degré de finesse, ils savent le degré d'inclinaison du volant, quand est-ce que vous allez freiner, quand est-ce que vous allumez vos feux de route, quel type de trajet GPS vous allez faire. Et toute cette donnée-là, elle est collectée, elle est réutilisée derrière, que ce soit pour les assureurs, que ce soit pour les constructeurs automobiles concurrents, que ce soit pour les constructeurs d'infrastructures routières, etc. C'est une entreprise qui a compris qu'aujourd'hui, agréger cette donnée-là et la servir pour son activité principale a été bien plus rémunératrice que juste faire des voitures, essayer de faire des marges et rentrer dans une compétition en frontale avec des acteurs historiques qui sont là depuis quasiment une centaine d'années et qui ont un meilleur savoir-faire, plus d'itérations, plus de modèles, meilleure pénétration du marché, etc. Deuxième exemple, qui se rapproche un petit peu plus de la filière des vins et spiritueux, c'est le groupe LVMH, qui depuis une quinzaine d'années a vraiment décidé de se focus sur la personnalisation client et donc du coup l'exploitation des données avec les résultats commerciaux qu'on connaît. Et d'ailleurs pour ça j'ai pris une citation de leur ancien directeur digital qui a très bien travaillé là-dessus et je trouve qu'il résume bien l'importance des données au sein de la stratégie de l'entreprise. Il dit « Je pense que dans le futur, les expériences incroyables en présentiel nous seront encore plus chères, encore plus premium. Nous désirons encore plus ce type d'expérience. Quant aux tâches qui peuvent être faites plus rapidement depuis notre canapé, nous n'irons plus en magasin pour les faire. Au final, nous irons dans le monde pour y prendre plaisir à y être. » Et ça rejoint tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes les tâches chronophages, de réassort, d'achat, que ce soit pour faire tourner une activité au quotidien,
Ce genre de tâches-là qui peuvent être automatisées, elles le seront. Aujourd'hui, quand on commande un Uber, on n'a plus besoin de rentrer sa carte bleue, hein, ça se fait automatiquement. Le taxi, il est là 5 minutes plus tard, il nous a déposé, on est prélevé automatiquement. Demain, le parcours d'achat, et on en parlait tout à l'heure, ce sera exactement la même chose sur tous les types, que ce soit particulier ou professionnel. Et derrière, mettre au service de votre activité tout l'historique que vous avez sur vos clients, les remercier quand ils sont passés au domaine, automatiquement avec un email, leur pousser des offres à date d'anniversaire, ou si vous savez qu'ils ont aimé tel ou tel millésime, derrière, leur recommander des produits en fonction de leur appétence. Et aujourd'hui, c'est là où vous avez la valeur ajoutée, c'est là où vous allez pouvoir concrètement accélérer le développement de votre activité commerciale et la valorisation de vos produits. L'idée, c'est vraiment d'utiliser la data pour améliorer l'expérience client sur tout le point de vente. Exactement. Bon, puis tu as parlé un peu de Tesla, tu nous as un peu emmené dans le futur. Ça tombe bien parce que ma question suivante, c'était autour de ce qu'on peut attendre. Hein. Si on regarde un peu dans notre boule de cristal pour les mois, les années à venir, qu'est-ce qui va nous attendre en termes de data? Je pense que ça va être difficile de ne pas parler peut-être d'intelligence artificielle. Je pense que tout le monde ici a entendu parler de choses comme ChatGPT. Hein. C'est une nouvelle technologie d'intelligence artificielle qui nous bluffe un peu. Est-ce que ça va nous impacter sur la data? Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut attendre comme évolution dans les années à venir? On va peut-être commencer du coup par Caroline. Alors, dans tous les domaines, la data nous entoure et ça ne va pas s'arrêter. Et dans le monde du vin, n'y échappera pas non plus. Le problème, c'est qu'on est souvent submergé par de la data. Et l'important, c'est de savoir la prioriser, la sélectionner pour pouvoir justement agir en conséquence. Je suis assez persuadée que le monde du vin de demain sera un monde où la data sera partagée. Alors, c'est très étonnant de pouvoir dire ça, surtout dans certains milieux du vin, puisque l'opacité régnait pendant des années. Mais si on veut que l'industrie continue de prospérer, si on veut être plus performant que certains acteurs anglais, où il y a un vrai besoin de partage d'informations entre le producteur et son réseau de distribution. Et en fait, chaque acteur peut vraiment y trouver un intérêt. L'information, quand elle est segmentée, elle peut être pertinente pour chacun. Et demain, ce partage sera essentiel. L'intelligence artificielle, bien entendu, ça sert aujourd'hui dans plein de domaines. Dans le monde du vin aussi, nous, on utilise des algorithmes de matching, donc c'est de l'intelligence artificielle aussi pour pouvoir identifier tous les clients du monde entier qui ont des noms très différents en fonction des différents utilisateurs et pouvoir restituer ces informations de manière intelligente aux producteurs. Donc voilà, plusieurs choses à venir, mais en tout cas, le partage sera essentiel demain entre chaque acteur. Merci. Et ça rejoint un peu le propos de Open Wine Data hein, sur cette idée de dire que plus l'information sera partagée, commune, accessible à tous, plus on pourra imaginer des applications et des choses là-dessus. Super, merci. Paul, je sais qu'il y a des choses qui vont arriver très concrètement d'ici 2027. Entre autres, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais je ne sais pas si tu avais prévu de parler de ça. Mais alors, le futur du côté de GS1. Le futur côté GS1, il sera dans l'animation des collaborations pour accélérer les transformations vers l'économie circulaire. Ça, c'est une tendance de fond à la fois réglementaire et dans les stratégies d'entreprise dont on a parlé aujourd'hui. Il y a une vraie volonté de dépasser les freins actuels. Voilà. Donc pourquoi la collaboration? Parce que c'est peut-être un des très rares moyens qui en son sein a la capacité à faire que les acteurs se dépassent eux-mêmes et trouvent des solutions communes. Donc ce n'est pas une méthode nouvelle, simplement quand elle se concrétise, elle apporte des résultats super intéressants. Donc là, tu parlais de ChatGPT et Caroline de l'IA. C'est fondamental que les IA travaillent à partir de référentiels de données qui soient structurés. Elles travailleront avec les deux, des référentiels non structurés et des référentiels qui sont fondamentalement standardisés. Plus elles iront vers la création de connaissances sur la base d'informations structurées, plus il y aura une probabilité que les réponses soient pertinentes et que l'information soit fiable. Ça, c'est important, parce qu'il y a encore beaucoup de temps passé au clean de la donnée, etc. Donc, si on fait tourner des IA, des algorithmes avec de la donnée qui n'est pas de qualité, c'est un peu comme une machine à laver, elle va ressortir avec du linge sale, de la donnée sale. Il faut vraiment qu'on arrive à standardiser ça. Donc, c'est le propre de l'organisation GS1 sur la partie retail et logistique. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui doivent faire partie des collaborations pour apporter leur pierre à l'édifice, notamment les instituts techniques.
Le rôle des interpros, des organisations professionnelles est important dans la mobilisation des acteurs par rapport à ce que disait Pierre tout à l'heure. Donc cette dynamique, elle est lancée. Tout le monde a envie d'accélérer, ça c'est certain. Maintenant, c'est par rapport à quelle problématique business à résoudre, quel besoin métier, quel cas d'usage à débloquer, et qu'est-ce que ça apporte pour les uns et pour les autres. Donc cette dimension win-win, elle est importante. Je citerai peut-être 3 cas associés directement ou indirectement à l'IA. Charles, tu parlais tout à l'heure de l'automobile. L'automobile, ça fait partie des filières qui très très vite se sont emparées de la structuration des données à des fins d'économie servicielle. Tu l'as évoqué, c'est important. Il y en a d'autres. Il y a Michelin, par exemple. Ils ne vendent plus uniquement des pneus, ils vendent du service associé au kilomètre parcouru, sur les taux d'usure, la maîtrise des rechappages, etc., etc. Pourquoi c'est important? Parce que ça développe une économie qui n'est plus je produis mon pneu, je te vends le pneu. C'est je te vends la maintenance qui va avec, ce que tu vas pouvoir en faire, combien de temps tu vas pouvoir en faire dans les conditions d'utilisation, et toute l'économie qui se développe autour. Il y a le monde de la construction qui est extrêmement dynamique et qui a acté de la digitalisation complète des bâtiments. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aussi aujourd'hui dans ce hall-là qu'il soit complètement digitalisé, avec ce qu'ils appellent le jumeau numérique du bâtiment, le digital twin du bâtiment. Et en fait, ça sert à quoi? Ça sert à savoir de quoi il est constitué, tous les composants du bâtiment, toute la composition des matières qui le constituent, et à des fins de maintenance, de gestion de cycle de vie et de déconstruction, parce que généralement ils ont une fin de vie, on saura précisément quelles ont été les étapes du cycle de vie et de quoi il est fait. Au même titre que les produits qu'on consomme, de quoi ils sont faits. Donc on passe d'une logique du contenu à une logique du contenant. Et ça, c'est un nouveau paradigme qui est fondamental, c'est la maîtrise de ce qu'il y a dedans et de ce qui contient le produit. Et peut-être un autre exemple pour terminer sur la filière vin et spiritueux, c'est tout ce qui se passe au niveau de la traçabilité, le plus en amont. On est très très fort en France sur la production du matériel végétal, au niveau des greffes et des porte-greffes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'export, il y a des garanties qui sont demandées sur de quoi est constitué mon pied de vigne. Ben, ça veut dire être capable de l'identifier, de le tracer. C'est quand même le premier intrant de la filière. Et de plus en plus, ça s'extrapole aux autres productions pour faire des spiritueux, aux autres productions agricoles. Donc on va remonter de plus en plus la chaîne de valeur. Et donc, encore une fois, il faudra une collaboration plus forte parce qu'il y a une interdépendance de plus en plus forte sur la production de la donnée, mais surtout son partage à des fins de cas d'usage très précis pour répondre à la réglementation et surtout répondre aux aspirations des consommateurs et de la clientèle professionnelle qui, j'insiste, va faire du commerce à filtre et va sélectionner en fonction de paramètres d'informations qui vont segmenter de plus en plus les marchés et donc faire de la personnalisation dont parlait Charles. Donc plus de traçabilité, pour plus d'informations produits, pour plus de transparence. Super, merci beaucoup. Charles, le futur, vu de Live Market? Alors, je pense que le futur, il y a une partie dans laquelle on est déjà. Peut-être pas toute la filière VT, mais sur d'autres secteurs et notamment sur la partie service. Je pense que tout le monde a pu constater déjà, on est dans une démarche RSE, on a conscience des enjeux environnementaux. Donc on a déjà une dématérialisation d'un certain nombre de documents qui étaient auparavant des obligations légales. Je pense notamment à la facture, par exemple, quand vous allez faire vos courses au supermarché à côté. Toute cette dématérialisation, elle génère automatiquement des données qui sont stockées et qui derrière, effectivement, si elles sont bien classées, elles peuvent être bien exploitées. Je pense qu'il y a une autre grosse tendance aussi, c'est qu'on est dans l'hyper-personnalisation de l'offre. Je pense que voilà, dans l'auditoire, je n'ai pas fait de sondage, mais il doit y avoir un certain nombre de personnes qui ont Facebook, Instagram ou autre. Si vous regardez les ciblages, alors je passe le côté vie privée, écoute du téléphone, etc. Mais au-delà de ça, si on regarde les offres qui nous sont soumises, elles sont déjà extrêmement bien ciblées. Et aujourd'hui, je pense qu'on tend à aller de plus en plus vers une hyper-personnalisation de l'offre. Et cette hyper-personnalisation-là, elle est possible que si vous connaissez bien vos clients. Voilà. Donc, des meilleures données pour un meilleur ciblage marketing. C'est ça. Super, merci. Pierre, de ton côté. Ouais, moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Paul tout à l'heure, parce que je pense que dans les 3-5 ans, on n'a pas de boule de cristal, mais l'accélération là, de la réglementation européenne fait qu'il va falloir très très vite que la profession s'aligne sur un certain nombre de pratiques et sur des cas d'usage, de réglementation, de déclaration, etc. Et donc, GS1 est partenaire d'AgData.
et c'est un acteur majeur d'Open Wine Data. Donc, une des ambitions, c'est ça, c'est faire en sorte que ces données qui vont être dans la déclaration, l'utilisation, la normalisation, la standardisation, la sécurisation devraient être assurées pour pouvoir traiter ces cas d'usage réglementaires et de déclaration de douane, par exemple. Eh bien, on le fasse le plus tôt possible. Je dirais que les bases sont là. Les bases sont là, les outils sont à peu près là, les pouvoirs publics poussent un peu, il faut que les interpros poussent aussi, il faut que toute la profession pousse pour que ça devienne une réalité, pas à 5 ans, mais à 18 mois, 2 ans. Et au-delà de ça, eh ben, il y a d'autres enjeux. Il y a d'autres enjeux et il y a d'autres sujets, par exemple, que l'intelligence artificielle va pouvoir résoudre. Mais un des faits marquants, c'est qu'on commence à voir des levées de fonds significatives. Donc ça, je ne sais pas si on aurait pu dire ça l'an dernier, il y a 2 ans, à la WineTech, pas tout à fait vrai. Hein, Chouette là vient de lever 5 millions. Bon, et ils proposent des services donc à base d'intelligence artificielle, reconnaissance d'images, etc., pour identifier des signes faibles de maladies dans les vignes. Bon, il y a OneSpace qui est là aussi à côté, là, qui développe depuis quelques années des outils et des algorithmes d'intelligence artificielle, autour des notes de dégustation, autour de l'amélioration de l'expérience de l'appétence consommateur. Donc ça, c'est déjà là. Ça va se développer. Et l'intelligence artificielle, et je vous rejoins tous les deux là sur le fait que ça va être aussi utile et fondamental pour traiter des énormes volumes de données. Parce qu'il va y en avoir. Il va y en avoir. Il va falloir qualifier, il va falloir matcher, il va falloir sécuriser cette donnée. Et quand on va être face à des gros volumes, là, forcément, on va avoir de l'algorithmie et on va avoir besoin donc de compétences, besoin de savoir-faire autour de l'intelligence artificielle. C'est une certitude. Super, merci. Ce qu'on se dit quand même, c'est que de toute façon, le socle de tout ça, ça va être l'information produit. C'est vrai que quand on regarde un petit peu dans le monde du livre, par exemple, vous arrivez dans n'importe quel magasin dans le monde, vous allez sur n'importe quel site e-commerce du monde, un livre, il est décrit avec la même couverture, avec le même résumé, avec le même numéro. Et c'est un peu ce fantasme qu'on a dans le monde du vin, parce que ça existe un peu, mais ce n'est pas encore complètement généralisé, d'avoir cette information parfaitement structurée, parce que c'est ce qui va être un peu le maillon qui va permettre à tout ça de bien fonctionner. Et puis c'est vrai que c'est ce qu'on se disait, c'est une discussion qu'on avait un petit peu avant. Parmi les 300 millions d'euros qui vont être mis pour faire de l'arrachage et de la distillation, qui est quelque chose d'une utilité discutable, si on pouvait en trouver quelques-uns c'est ça, de ces millions... Il faut sortir quelques-uns pour pousser les projets un peu novateurs. Voilà, pour donner de l'énergie à la filière, pour se structurer de la data, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Donc voilà, s'il y a des gens, France Agrimaire, voilà, on va passer parmi vous. Voilà. Il y a plein de... Parmi tous ces sujets, vraiment, il y a énormément de startups qui sont là derrière, qui vont vous parler plus en détail de leurs offres et liées à ça. Je vois qu'il est presque l'heure de conclure. Allez, on fait un dernier tour de table, de se dire, OK, pour les gens qui sont ici, qui travaillent dans des exploitations, dans des interprofessions, dans les domaines, s'il y avait quelques conseils très pratiques, très utiles qu'on peut mettre en place dès demain pour la data, allez, en quelques secondes chacun. Je commence par toi, Paul. Alors, je vais répondre à ta question tout à l'heure sur le futur. Le futur, c'est QR code, d'accord ? C'est pas une nouvelle, c'est QR code, et c'est surtout le fait d'associer un lien qui va renvoyer vers des services en ligne et que la marque va pouvoir maîtriser. Donc ça s'appelle le GS1 Digital Link, on va beaucoup en parler ensemble. Ça ne se sait pas encore parce qu'on vient de finir techniquement le standard, mais on est en train de l'éprouver. Donc QR code plus GS1 Digital Link pour permettre aux marques de connecter les contenus qu'ils veulent en fonction des différents utilisateurs et des expériences. Ça, c'est disponible aujourd'hui ? C'est dispo aujourd'hui, ouais. Okay, il y a quelques startups de la WineTech, enfin startups ou plus d'ailleurs, qui font dans ma bouteille et Vin.co qui commencent à le mettre en œuvre, notamment sur l'info nutritionnelle. Le point, c'est sur la performance environnementale. On en a un petit peu parlé, c'est éminemment important. La réglementation va de plus en plus amener les entreprises à aller vers la performance environnementale. Donc il y a l'allègement des bouteilles, il y a la HVE, il y a beaucoup d'autres initiatives, qu'elles soient très bien structurées ou qu'elles soient plus récentes, mais qui vont amener à produire des bilans carbone. Il y a un point qui est très intéressant, c'est pas lié dans les vins spiritueux, mais Mano Mano, à partir d'avril, va produire pour 200 000 de ses produits qui commercialisent sur leur plateforme, le bilan carbone. C'est énorme, ça n'a été jamais fait. Et pourquoi dans le vin et spiritueux, ça ne se passerait pas ? Voilà. Donc, on sait même qu'au niveau réglementaire, il est probable que dans un futur proche, le bilan carbone d'un vin, par exemple, soit inclus dans son information produit. C'est des choses qui nous pendonnaient comme, au niveau réglementaire. Hein. Ouais, c'est ça. Et le dernier point que tu évoquais, c'est le fameux ISBN.
pourquoi Amazon s'est développé très vite? Alors il y a plein de raisons, mais une des raisons, c'est que l'ensemble des livres avait déjà un identifiant commun et partagé partout dans le monde. ISBN, c'est un code derrière, ça appartient à GS1, à notre communauté d'adhérents. Et en fait, comme tous les livres étaient identifiés de manière non ambiguë et de façon internationale, bah, le référentiel d'Amazon, il s'est créé en très 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 vite. Donc voilà, une des raisons, c'est quand on a cet identifiant partagé, on peut aller très vite vers autre chose que passer son temps à faire du référentiel qui est important mais qui ne fait pas la valeur ajoutée in fine. C'est élémentaire, mais ce n'est pas ça qui va faire la valeur différenciante des business des uns et des autres. Super, merci Paul. Charles, un conseil pratique. Je vais répéter un peu ce que je disais avant, mais je pense qu'il y a pas mal de quick wins qu'on peut mettre en place assez rapidement. Sur la partie collecte déjà, tous les prospects avec qui vous échangez, ça vaut le coup de les centraliser dans une base de données. Enrichir cette donnée-là, faire participer les collaborateurs, que ce soit l'ADV, que ce soit les commerciaux, ou que ce soit même vous. Bien centraliser, et puis ensuite derrière mettre en place ce qu'on appelle des marketing automation. Donc c'est des scénarios assez simples. Un mail automatique pour remercier un visiteur 3 jours après sa visite ou 5 jours après, ça ne coûte rien. Et derrière, mécaniquement, sur le volume de base de données que vous aurez, il y aura un taux de transfo. Simplifier le parcours d'achat aussi. Aujourd'hui, c'est assez facile, il y a des outils en ligne. Alors nous-mêmes, on en propose aussi, on pourra en discuter. Mais mettre en place des quick wins qui, au quotidien, vont vous permettre de collecter une énorme quantité de données. Et avec le temps, effectivement, si vous la classez bien, ça on pourra aussi, on a aussi des quick wins là-dessus. Si vous la classez bien, mécaniquement, vous allez pouvoir accélérer sur la partie développement du chiffre d'affaires, sur la partie digitale. Merci Charles. Pierre, quelques conseils je dirais la pratiques. même chose que Charles, en fait. C'est qu'en fait, il faut mettre le nez dans ces datas, en fait. Mettez le nez dans vos datas. Faites-les parler, parce qu'effectivement, il y a... Alors, évidemment, peut-être plus sur l'aval, mais effectivement, mieux connaître ses clients, mieux connaître ses marchés, et expérimenter, voilà. Mieux mettre dans ces datas, expérimenter, et puis rejoignez aussi des initiatives. Il y a plein d'initiatives, il y a des clusters un peu partout dans toutes les régions. Il y a Innova à Bordeaux, il y a Vinceo du côté de Montpellier, il y en a tout un tas d'autres, il y en a une dizaine de clusters aujourd'hui en France qui fédèrent des acteurs, qui fédèrent des vignerons, des fournisseurs de services, des chercheurs, etc. Et ces gens-là, ils ont des plateformes formidables pour pouvoir expérimenter des choses. Donc expérimenter, expérimenter, expérimenter. Et travailler en bande En bande, à la fois transversalement chez soi, c'est-à-dire qu'effectivement, la notion de data, il ne faut pas que ce soit seul le patron, le DG ou le vigneron, il faut que ça circularise. Et puis il faut aussi horizontaliser avec l'interpro et puis aller chercher le maximum de partenaires. Merci. Et pour conclure, Caroline, un conseil pratique et on sera presque à l'heure. Je vais aller dans votre sens. Utiliser la donnée, c'est le plus important. Comprendre les marchés et appropriez-vous cette information avec votre connaissance terrain afin de prioriser ce que vous allez faire. Alors aujourd'hui, on peut faire plein de choses, mais avoir des actions concrètes avec fort retour sur l'investissement. On peut y arriver en utilisant la donnée. La donnée nous permet de prioriser vraiment quelles sont les sources de revenus qu'on va pouvoir avoir en fonction des potentiels de développement qui sont très variés en fonction des marchés. Donc, utiliser la donnée vraiment concrètement, ne s'en servir que pour une connaissance, c'est tellement dommage. Transformer la donnée pour des actions terrain concrètes, c'est essentiel si vous voulez que c'est la vraie valeur ajoutée. Voilà ce que je voudrais dire en conclusion. Merci Caroline. La donnée nous rendra riches. Voilà, ce sera la conclusion de cette table ronde. Est-ce qu'on a 2 minutes pour des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Génial. Bon. Merci beaucoup, c'est que c'était très complet. Merci beaucoup à tous les participants. Merci d'être restés ici pour vous mettre en chauffe intellectuelle pour tout le salon. Merci.